Il y a cette vieille tradition qui veut que les femmes souffrent, et plus exactement, qu'elles souffrent de leur ventre. Ouais. Pendant leurs règles, pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Je me suis sentie libre avec mon corps en étant enceinte, parce que j'avais plus mes règles. Et j'étais hyper heureuse de ça. Alors, il y a 2 semaines, nous recevions la chanteuse et comédienne Laurie, qui a longtemps mené de front sa carrière et son combat contre l'endométriose et l'adénomiose, jusqu'à subir une hystérectomie, donc une ablation de l'utérus, en août 2020, après avoir donné naissance à sa fille Nina. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire et chronique qui évolue de la puberté à la ménopause et qui provoque des douleurs, souvent insoutenables dans le bassin et le bas du ventre pendant les menstruations. Et l'endométriose, il faut savoir que ça touche une femme sur 10 et que ça met environ 7 ans à se diagnostiquer. Et l'adénomiose, c'est de l'endométriose interne à l'utérus. Et pour débattre de ces problématiques soulevées avec elle, dans l'exercice de ces 2 métiers, donc musicienne et comédienne, on reçoit donc Camille Froidevaux-Métry, je dis pas de bêtises, philosophe, chercheuse et professeure de sciences politiques, souvent invitée à s'exprimer sur le corps féminin. Elle a écrit un livre qui s'appelle Un corps à soi, qui est sorti en 2021 aux éditions Seuil et qui est sorti en poche l'année dernière. Bonjour Camille. Bonjour. Et donc à tes côtés, Camille, nous avons Pauline Regnault, donc qui est professionnelle de la musique, actrice culturelle, alors directrice artistique aussi, responsable marketing, manageuse du rappeur Cause. Et tu as notamment travaillé chez Universal, Believe, Red Bull, avec Nino, Nekfeu, Dadju, This Is, DJ Snake, j'en passe. Ouais, il vaut mieux. Et plus intimement, si t'es avec nous aujourd'hui, c'est parce que t'es toi-même atteinte d'endométriose. Ouais, et on aura l'occasion d'en parler. Déjà, bonjour à tous les 3. Et ouais, c'est étonnant, mais oui. Et toi, quelle est ton expérience et peut-être à quel stade tu en es ? Écoute, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas du tout atteinte d'endométriose avant de devenir maman. Ah waouh. Ok. Ouais. Et je comprenais pas. Post-accouchement, en fait, j'avais vraiment des règles qui étaient pas du tout comme d'habitude, pas du tout comme avant ma grossesse. C'est-à-dire que avant ma grossesse, j'étais du genre ouais, moi mes règles ça dure 3 jours, c'est un flux intense mais ça va, zéro douleur, rien. Waouh. Je suis devenue maman. On m'a expliqué, oui, mais c'est normal, Pauline, le temps que tu vois tes organes internes se remettent de quand même du changement que ça provoque l'accouchement, tu vas voir, ça va prendre un peu de temps. Je fais ok, mais je vois, j'ai des règles très abondantes qui durent 1 semaine et surtout avec des douleurs, mais vraiment compliquées pour moi qui n'avais jamais eu mal jusqu'à maintenant. Et à un moment, moi, j'ai des membres de ma famille qui m'ont dit, mais quand même, ce serait bien que tu puisses faire un petit contrôle, quoi, parce que là, ça y est, ta fille, elle a 1 an et 2 mois. C'est pas normal non plus de normaliser justement la douleur. Ouais. Je vais faire mon contrôle gynéco et avec une échographie interne, donc intra-utérine, ma gynéco me dit « Ah, mais en fait, vous êtes au courant, vous avez de l'endométriose ». Et là, je tombe un peu des nues, je me dis « Punaise, déjà, je m'en veux d'avoir attendu autant. » Et de 2, je me dis « Ah, mais donc, c'est pas un mythe. Ça n'arrive pas qu'aux autres, tu vois. » Et c'est donc ça. Okay. Donc, je comprends en plus l'avant, l'après. Wow. Et pour moi, en fait, c'est un trauma parce que je me dis, mais c'est un choc. J'ai le plus beau des cadeaux, je viens de donner naissance à mon enfant. Et derrière, cet accouchement, cette grossesse mène à maintenant être atteinte d'endométriose. Donc, du coup, j'ai été tout de suite plongée dans qu'est-ce que c'est et comment je peux atténuer mes douleurs, quoi, physiques. Est-ce que tu avais déjà fait ces examens avant une échographie endovaginale, du coup c'est comme ça que ça s'appelle? En tout cas, jamais pour cette détection-là. Oui. Jamais. Il l'aurait vu de toute façon. Exactement. Et concrètement, à ma connaissance, j'avais rien parce que j'avais aucun symptôme quel qu'il soit, quoi. Donc, très grande surprise. Et là, ma gynécologue, en plus, m'explique que, oui, ça arrive que les accouchements puissent déclencher des endométrioses. Enfin, accouchement, grossesse, j'entends. Grossesse et accouchement. Ok.
Donc j'espère qu'on aura des témoignages qui m'expliqueront que je suis pas toute seule. Non, je pense pas. Est-ce que c'est parce que hormonalement ça change quelque chose? Ils t'ont expliqué un petit peu le diagnostic? Elle m'a donné aucun détail au-delà de ça. Sincèrement. Juste poser le diagnostic et c'est tout. Et pour être très sincère avec vous, tu vois, ma fille, elle a 2 ans maintenant, donc ça fait seulement entre guillemets quelques mois que j'ai eu cette information-là. Donc je suis en pleine découverte aussi, exploration de moi-même là-dessus. Mais il y a une très grande ambivalence autour de cette histoire de diagnostic de l'endométriose. On en a un peu parlé avec Laurie aussi. En fait, il y a à la fois un soulagement de pouvoir enfin mettre un mot sur ces mots. Donc la souffrance est enfin reconnue. Surtout, elle, dans son cas, c'était des douleurs qui étaient quand même là installées depuis très longtemps. Donc ça justifie, ça légitime aux yeux du monde sa pathologie. Ça les ancre dans le réel aussi, et en fait on se dit que c'est plus une affabulatrice, mais en fait le contre-coup, il y a aussi fixé une colère, c'est-à-dire de n'avoir jamais été entendue. Donc il y a un peu cette ambivalence. Je sais pas, Camille, toi comment tu... Oui, philosophe. Ce que je sais, c'est que pendant très longtemps, c'est une maladie qui était très longue à diagnostiquer. Tu évoquais le chiffre de 7 ans. Ça a un petit peu évolué depuis. Je crois que ça se réduit parce qu'il y a eu vraiment un tournant. La première campagne nationale d'information sur cette maladie, elle date de 2016. C'est super tardif et c'est une campagne d'information qui a informé à la fois le grand public, mais aussi beaucoup les médecins. Parce que la méconnaissance, elle était aussi observable au sein même du corps médical, des gynécos qui n'étaient pas toujours au courant, et puis parce que on va sans doute avoir l'occasion de déplier un peu ça, mais il y a cette vieille, c'est presque, j'allais dire tradition, mais c'est un peu ça, qui veut que les femmes souffrent, et plus exactement qu'elles souffrent de leur ventre. Pendant leurs règles, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, etc. Et surtout qu'il n'y a pas de traitement curatif, si je dis pas de bêtises, de l'endométriose. Donc c'est comme un cancer dont on ne meurt pas et donc il faut vivre avec. Ah bah clairement, elle m'a expliqué que à partir du moment où tu as de l'endométriose, tu ne peux pas avoir de cure par rapport à ça. C'est seulement, en fait, apprendre à vivre avec la maladie et les antidouleurs pour soulager cet état de maux. Et j'ai l'impression que c'est une maladie aussi, d'après ce qu'on entend de plus en plus, qui impacte vraiment toutes les sphères de la vie, que ce soit au boulot, ailleurs, à la maison, dans la vie quotidienne de femme aussi, parce qu'on n'est pas que mère, etc. Toi, comment tu vis avec tes douleurs et comment aussi tu gères ton travail en fonction ? Sincèrement, c'est assez compliqué parce que je vois notamment... c'était le mois dernier. Moi, il faut savoir que je suis maman célibataire, donc c'était pile les jours où j'avais ma fille en gestion, et donc je vis seule avec ma fille au moment où je l'ai. Et là, dans ma tête, je me dis, mais bon sang, je suis pliée en 4 dans mon lit avec vraiment des douleurs au coccyx. Donc en plus, ça me rappelle... post-accouchement, on parlait des douleurs de bassin, pile le coccyx, donc la difficulté, ça veut dire de soulever et de porter ma fille, en fait. J'habite au 3e étage sans ascenseur, et elle a 2 ans, donc elle peut monter un peu les escaliers, mais pas tant que ça. Et surtout, en fait, le fait de devoir s'occuper full d'elle sans m'écouter moi. Donc je passe forcément au 2e plan. Et avec ça, en plus, le travail, très, très honnêtement, moi, je m'oublie dans ces cas-là. Je fais abstraction et l'Antaldi, c'est mon meilleur ami à ce moment-là, précisément. C'est un antidouleur ? Ah bah ouais, et j'avais jamais pris ces médicaments-là avant, mais je me rends compte à quel point, c'est un circuit un peu vicieux. C'est-à-dire que, pour les maux de tête, ça va être du Doliprane, ensuite Spasfon, si le Spasfon, c'est pas assez fort, Antaldis. Et là, je rentre dans un rouage pendant 3 jours, parce que ce qui est aujourd'hui tolérable dans mon stade d'évolution d'endométriose, c'est que comme je pense que c'est un peu le début, j'ai très mal la veille de mes règles, où là vraiment je sais que c'est sûr ça arrive parce que je suis HS, le jour même, et au fur et à mesure des jours et du flux,
ça commence à aller un peu mieux. Ok. Et c'est un flux qui va durer quand même 7 jours, quoi. Ouais, quand même, ouais. Donc ça paraît long, c'est la semaine la plus longue du mois, quoi. Mais donc voilà un peu comment je manage concrètement, pour faire simple. J'essaie de faire abstraction de la douleur et je mets des antidouleurs pour ça. Et à part les antidouleurs, est-ce que tu as trouvé d'autres biais pour calmer ces fameuses douleurs? Alors, j'en ai parlé pour la première fois, je t'avoue, sur mes réseaux sociaux il y a 2 mois de ça. Et j'ai des femmes qui m'ont partagé un peu leurs remèdes individuels, tu vois, qui se transmettent apparemment de femmes endométriosées, ça se dit, les unes aux autres. Et elles m'ont beaucoup parlé d'infusions de plantes particulières à prendre. Donc moi, je trouvais ça cool parce que je suis quelqu'un, je prends pas beaucoup de médicaments. Sincèrement, j'en prends jamais en dehors de mon cycle de menstruation. Donc c'est un peu dommage, quoi, que j'en sois là aujourd'hui, mais j'ai pas trouvé d'alternative, malheureusement. Donc les infusions, je vais tester ça, mais je prends tous les bons conseils qui puissent exister. Et c'est marrant, Laurie, elle dit auprès des femmes, ça a été plutôt bien accueilli, parce que c'est vrai que l'endométriose, c'est une maladie invisible qui tout d'un coup, donc avec le diagnostic, se donne à voir, à se savoir. Et donc elle, c'est vrai qu'elle a pu trouver effectivement pareil du réconfort auprès des femmes de son entourage. Est-ce que donc du coup toi c'est pareil, mais est-ce que dans le milieu du travail c'est aussi le cas? Toi tu travailles beaucoup aussi avec des hommes? Je travaille malheureusement parce que c'est pas malheureusement, c'est plutôt à mon grand regret. J'aimerais travailler avec plus de femmes, mais c'est vrai que je travaille dans le milieu de la musique, le milieu du rap, donc principalement dominé par en termes de marché par les hommes. Donc je travaille beaucoup avec eux, et étonnamment. Et c'est ça m'a fait plaisir en même temps, mais en fait, ils sont assez compréhensifs. Et ils me disent, mais ma meuf, elle m'en a parlé. Et c'est là où je me dis, il y a quand même une vague assez cool où les femmes osent, en tout cas, en parler à leurs compagnons, leurs conjoints, et donc de faire ce peu, in fine, ils sont assez sensibilisés au fait que, mais en fait, pour reprendre ce que Camille disait, vous avez vraiment l'habitude de souffrir, quoi. Ouais, grosse prise de conscience. C'est bien ça, non? Ouais, c'est pas mal. Et puis, tu parlais des réseaux sociaux. Moi, je me souviens, il y a quelques années de ça, Lena Dunham, je sais pas, vous voyez qui c'est, cette comédienne. Et, qui a fait la série Girls. Exactement, qui souffre de cette maladie et qui en a parlé tout du long de son parcours jusqu'à l'opération, jusqu'à l'hystérectomie, où elle postait des photos sur son lit d'hôpital, et puis elle a raconté quel soulagement inouï c'était, et puis après la vie, voilà, il y a une forme et ça s'inscrit dans une dynamique plus globale, qui a une petite dizaine d'années, que j'ai appelée la bataille de l'intime, c'est-à-dire que pour tous ces sujets corporels qui touchent la vie des femmes, on observe depuis maintenant un moment une explosion des initiatives, soit individuelles, soit d'assauts, soit de petits groupes qui qui endossent une responsabilité éducative, mais aussi politique, de revendication, parce que quand on a ce type de pathologie invalidante, on peut, par exemple, espérer et réclamer que ce soit reconnu au niveau dans le monde du travail, notamment avec le principe des congés menstruels. Moi, je me souviens, il y a encore, même pas 10 ans, l'Italie était discutée autour de cette question des congés menstruels, et une journaliste m'avait appelée pour me demander ce que j'en pensais en tant que féministe. Et je disais, j'en pense du bien. Voilà. Et elle m'a dit, c'est drôle, vous êtes la seule féministe que j'entends réagir positivement à cette idée d'un congé menstruel. Parce qu'il y a encore pas si longtemps, pour certaines féministes, tout ce qui ramenait les femmes à leur corre, à leur physiologie propre, et spécifiquement à la génitalité féminine, c'était discutable, suspect. On allait à nouveau les réenfermer dans ce corps féminin. L'impression d'être réduite à ça. Alors et donc il y avait une espèce de résistance féministe à la prise en compte de ces sujets. Là maintenant, je pense que c'est bon, ce truc est tombé. Il y a eu suffisamment de mobilisation et puis d'initiatives aussi. Et maintenant, ça y est, on en discute sérieusement de cette histoire de congé menstruel, et ce serait vraiment, là, ça ferait partie des choses importantes, parce que ça veut dire qu'aux yeux de la société, aux yeux des gens pour lesquels tu travailles ou ta boîte, c'est une maladie reconnue avec un congé remboursé par la sécurité sociale, etc. Est-ce que vous avez l'impression que cette mouvance, cette bataille de l'intime dont tu parles, elle est plus féminine,
ou est-ce que les hommes s'en emparent aussi? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, par exemple? Pauline, tu travailles essentiellement avec des hommes. Est-ce qu'ils en parlent facilement ou non? J'avoue que c'est des sujets intimes, donc c'est pas forcément ce que je vais aborder avec eux. Ouais. Mais en tout cas, du constat que j'ai de façon assez générale, j'ai l'impression que ça y est, il y a plus de genre lié à la parole de l'intime. Ça a été longtemps, j'ai envie de dire, porté en effet par les femmes, etc. Mais in fine, aujourd'hui, j'ai l'impression aussi que les hommes, on peut aussi parler notamment des sujets autour du consentement, et j'entends aussi les hommes clairement arborer ce genre de discours. Donc moi, je trouve ça plutôt cool, ça casse un peu les barrières du genre. Ouais. Alors, je dirais peut-être c'est un peu générationnel. Ouais. J'imagine que les hommes dont tu parles, ils sont de ta génération, ils sont donc assez jeunes. Voire même plus jeunes, j'avoue. T'as raison, Camille. Si je peux compléter effectivement sur ce côté générationnel, c'est que Laurie, elle nous dit, on ne sait jamais comment l'entourage pro peut réagir. Donc elle, je pense qu'elle n'a pas du tout eu la même expérience. Elle avait peur de la outer, en fait. Ouais. Et puis, moi, j'ai travaillé justement sur cette question des relations des hommes des diverses générations au féminisme et à tous ces combats. Franchement, c'est absolument flagrant. C'est-à-dire, les vingtenaires d'aujourd'hui, ça y est, ils commencent à comprendre un certain nombre de choses. Et ils commencent surtout à faire cet effort de se renseigner, de s'éduquer, de savoir de quoi on parle. Les plus âgés et même les trentenaires, c'est pas flagrant du tout. Il y a quelque chose... En fait, bon, c'est pour ça que moi, dans le champ, je fais partie de celles qui sont favorables à ce que les hommes prennent leur part dans nos combats. Et notamment parce que justement, il y a des sujets qui les impliquent tellement. Tu parlais du consentement, c'est évident que sur cette question des violences, comment on peut avancer si les hommes eux-mêmes prennent pas leur part de responsabilité. Bon, c'est pas une idée qui est partagée par toutes, mais bon, en tout cas, ça me paraît important. Et je crois que autour de ces questions, par exemple, juste la question des règles, il peut se jouer des choses qui sont, pour les jeunes garçons, c'est comme peut-être une petite entrée en matière. Moi, je me souviens d'avoir eu un petit choc et m'être dit, il se passe quelque chose. Alors bon, c'était mon fils, donc c'est pas non plus le fils de n'importe quel, voilà. Mais voilà, un jour qui est rentré dans mon bureau pour me demander si j'avais pas un tampon pour une pote en galère. Trop bien. Et donc, j'ai pensé deux choses. D'abord, il a une pote qui l'appelle lui parce qu'elle est en galère et ils avaient rendez-vous. Elle s'est dit, tiens, il va m'amener un tampon. Et ensuite, alors elle l'a appelé lui parce qu'elle savait qu'il avait une sœur un peu plus jeune et donc elle pensait qu'il demanderait à sa sœur. Sa sœur à l'époque n'avait pas encore ses règles et donc il est venu me trouver moi, sa mère. Et donc j'ai pris sur moi et puis j'ai dit ok et j'ai trouvé ça. Et là je me suis dit c'est quand même un petit signal, même si une fois encore je suis pas du tout aveugle à toutes les dimensions sociales. Enfin voilà, c'est sûr que c'est un certain milieu, mais quand même. Et de fait, après, dans les enquêtes qu'on a fait par la suite, ça s'est confirmé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a un petit virage qui est en train d'être pris. Il faut laisser de la place aussi à ces hommes-là qui sont prêts à faire cet effort. C'est marrant parce que j'en ai été témoin aussi. Un jour, j'étais au supermarché avec le producteur avec qui je bosse. Et puis, à un moment donné, je sens qu'il a un petit rictus un peu fier et il se dirige vers un rayon. Et je fais, mais qu'est-ce que tu fous? Il me fait, je vais acheter des serviettes. Et en fait, il a acheté des serviettes hygiéniques pour le studio. Il y a que des hommes qui travaillent dans ce studio, mais il y a des chanteuses qui y passent, dont moi. Et donc, il m'a dit, un jour, si quelqu'un est en galère, voilà. Bon, il est resté planté devant, il a fait, bon, je prends quoi? Ça, c'était sûr. Mais j'ai trouvé ça hyper cool que ça vienne de lui. Ouais. Et effectivement, il est vingtenaire. Incroyable. Voilà. Donc, Et Camille, toi, tu parlais des congés menstruels. Pauline, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place aussi dans cette industrie pour que les femmes soient mieux accompagnées Même si tu travailles encore une fois qu'avec des hommes, mais t'as déjà pensé à la question et toi-même sensibilisé? En tout cas, moi, mon point de vue là-dessus, c'est seulement déjà d'oser libérer la parole à ce sujet-là. C'est-à-dire que je me suis retrouvée une fois où j'avais mal fait mes comptages. Bref, je me retrouve en situation où j'ai booké toute une semaine hyper intense en termes de rendez-vous. Boum, mes règles arrivent. Et là, en fait, je me dis, mais en fait, je suis incapable d'assumer parce que, en fait, ça prend tellement, la douleur prend une part de charge mentale qui fait qu'en fait, t'es même pas efficace à 100% de tes capacités de réflexion. Simplement ça, sans se parler de déplacement physique ou quoi. Ton cerveau, il est pas tout à fait là. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'honore mes rendez-vous malgré tout parce que les gens, entre guillemets, comptent sur moi? Ou est-ce que là, en vrai, ça va être ni gagnant-gagnant, ni pour eux, ni pour moi?
Et donc, j'ai pris un peu de recul et j'ai dit, écoute, je suis désolée, c'est pas dans mes habitudes, mais je préfère qu'on reporte parce que j'ai mes règles et que j'ai de l'endométriose et que je vais pas y arriver. Et en fait, le fait d'être capable déjà de l'exprimer très clairement, en fait, la personne, l'accueil est meilleur parce qu'elle se dit, ok, elle n'est pas passée par 4 chemins à me dire qui caca. Non, on a dit les termes. Et pour le coup, qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Et je pense que ça aide aussi à la compréhension de l'autre, tout simplement. Oui. Donc, ma méthode pour le moment, c'est ça. En travaillant en tant qu'indépendante, tu vois, malheureusement, je pense que même s'il y avait des congés menstruation qui se mettraient en place, le statut d'indépendant ne me permettrait pas d'en bénéficier, en tout cas dans ma situation aujourd'hui. Cependant, moi qui ai toujours été salariée avant de me lancer là en janvier 2024 de l'année dernière, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait aidé et qui aidera du coup les femmes salariées, évidemment. Bien sûr. Et j'ai la sensation aussi, tu vois, par rapport aux artistes, que effectivement, Laurie, elle nous disait, parfois il y a des semaines, il y a des notes que j'arrive pas à atteindre. Parce qu'effectivement, physiologiquement, oui, on est plus fatigué, il y a des choses qu'on arrive moins bien à faire, réfléchir, courir, danser, chanter, etc. Et comment faire passer ce message? Moi, je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de se réapproprier justement ces moments dits de faiblesse par rapport à la société capitaliste, parce que ça permet aussi de se rendre compte du pendant positif. Je trouve qu'on voit le corps de la femme beaucoup comme un corps avec plein de handicaps, alors qu'en vrai, dans nos semaines high, justement la semaine après les règles, les 2 semaines qui suivent les règles, moi personnellement, j'observe que j'ai une énergie qui se déploie qui est folle. Et j'ose le dire, j'ai la sensation qu'elle est vachement plus folle que l'énergie que plein de mecs peuvent avoir. Et justement, d'accepter le rythme de notre corps, ça nous permet de mieux appréhender le monde et la société et de se dire, ok, pendant ces 2 semaines, je suis plus en retrait, je fais des choses qui ressemblent plus à l'énergie que j'ai à ce moment-là et je profite des 2 autres semaines pour déplacer des montagnes. Je sais pas si... Si, moi je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis parce que je suis assez convaincue que pour avoir beaucoup travaillé sur toutes ces dimensions incarnées de la vie des femmes, il y a une expérience vécue de cette corporéité qui est marquée par des événements au sens presque historique du terme qui viennent à échéance régulière bouleverser nos vies, alors de façon cyclique comme les règles ou de façon plus ponctuelle comme une grossesse ou une maladie et ça produit en fait une conception de la corporéité qui est à l'opposé de celle qui est dominante, qui est calquée en fait sur un idéal masculin et pour pas dire viril d'un corps performant, constant, perfectible. Autrement dit, tout le contraire de ce qu'est le corps pour les êtres humains en général. Puisque notre corporéité, elle est par définition variable, fluide, fragile, vulnérable. Et donc, la vie, quoi. Voilà. Mais ça, ces dimensions-là, on les occulte parce que dans d'une double dynamique à la fois patriarcale et néolibérale, on a cette obsession d'une forme de perfection corporelle avec un corps qui n'a aucune défaillance, jamais, et qui est comme une machine que l'on peut solliciter encore et qui jamais ne nous fait défaut. Or, dans la vie des femmes, je pense que d'une certaine façon, c'est comme je dirais presque un modèle, presque même un idéal de corporéité. Savoir que nos corps ne sont pas des machines indestructibles, accepter la variabilité, accepter la vulnérabilité et en faire aussi d'une certaine façon des forces parce que comme tu le disais très justement Thérèse, c'est-à-dire que des moments de repli ou de fatigue ou de faiblesse sont suivis par des moments de retour d'énergie et d'intensité et on gagnerait beaucoup, je crois, d'abord à écouter davantage les femmes pour mieux les comprendre, mais aussi à ce que les hommes s'inspirent de cette espèce d'ouverture d'esprit qu'on peut avoir par rapport à une forme, parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'accepter ce qu'on éprouve physiquement, et donc on vit avec et de gagner en souplesse, Voilà, exactement, dans tous les sens du terme, Alors Laurie était pas du tout là-dedans, en tout cas quand elle pratiquait vraiment, quand elle était sur les feux de la rampe où elle enchaînait les tournées, etc. Elle a jamais annulé un concert de sa vie, même dans ces moments justement où elle arrivait pas à atteindre certaines notes.
Et on se demandait en fait, Pauline, quelles sont les répercussions dans l'industrie de la musique, quel coût ça engendre d'annuler toute une tournée, surtout pour une artiste de son niveau, son niveau de notoriété. Sincèrement, c'est un peu la cata. Soyons très honnêtes. Ouais, c'est difficile. Après, tu vois, quand vous abordiez justement cette idée-là, dans ma tête, tout de suite, j'ai eu des idées mais en fait, j'aime bien, tu vois, transformer, comme Thérèse disait, elle parlait de faiblesse, entre guillemets, du corps. Et j'aime toujours voir le positif l'angle positif de chaque chose. Donc, du coup, je me dis, mais t'imagines, ce serait en fait super de se dire, en fait, on a assisté à un concert de Laurie pendant sa semaine de menstruation. Et du coup, on a vécu une expérience incroyable parce que on peut créer, je pense, une forme justement de show qui soit plus quelque chose de très live, acoustique, doux, et qui ressente un peu l'énergie, tu vois, dont tu parles. Ok, je suis down, je suis pas bien, mais je suis quand même là. Et pourquoi pas, la scéno, c'est un lit. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vraiment exacerber ce côté-là pour être dans la réalité de l'émotion. Et en fait, je pense que c'est ça qu'on attend d'un artiste, c'est ressentir ce que lui-même ressent. Et si c'est une vague difficile, on partage cette peine et cette douleur ensemble. moi perso, rien que tu vois, rien que d'imaginer ça irait dans le sens de l'authenticité qu'un artiste ou une artiste défend, en fait. Parce que c'est important. Et tu vois, je m'auto tire dessus en disant ça, mais tout à l'heure, quand je disais je m'écoute pas, je me fais passer en second plan parce que prioritairement ma fille et le travail, mais en fait c'est pas viable sur le moyen et le long terme. Je vais m'épuiser si je continue de faire ça. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir continuer dans le temps, et pour continuer dans le temps, je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'acceptation de c'est comme ça une fois par mois, et c'est comme ça une fois par mois, et figurez-vous que ce sera encore plus intense parce que j'aurai pas besoin de jouer de rôle et je serai la personne que je suis. Bien sûr. Voilà. La différence presque entre justement le simple entertainment, de prendre des artistes pour faire tous les soirs le même show, et l'artiste qui vient délivrer son émotion à l'instant T, quoi. Moi en tout cas ça me parle, hein. J'ai bien envie de voir ça viendrait. Mais c'est vrai ceux et celles qui auront écouté l'épisode avec Laurie se seront certainement rendus compte qu'en fait elle minimise beaucoup ses douleurs, aussi parce qu'elle est dans une forme de résilience par rapport à son passé de sportive. Elle a fait du patinage artistique à très haut niveau, et elle nous expliquait que dès ses 13 ans, elle a dû prendre une pilule justement pour réguler ses flux, et que parfois elle enchaînait 2 plaquettes pour pas avoir ses règles au moment de faire un salto ou un saut périlleux. Donc c'est fou. Donc elle a déjà mis à mal son corps. Et du coup, je pense que les femmes aussi ont vraiment une relation particulière avec la douleur, et peut-être aussi que le corps médical institue aussi ce truc-là. Je sais pas comment vous réagissez. Le corps médical, et puis une très très longue histoire, en fait, judéo-chrétienne. Tu enfanteras dans la douleur, ça commence par là. Et merci. Et moi, je suis assez persuadée que si on a mis si longtemps à prendre en considération les douleurs liées aux règles, à l'endométriose, mais pas seulement, il y a aussi des règles qui sont simplement douloureuses, si je puis dire, c'est parce qu'on a très profondément cette représentation que le corps des femmes, dans sa fonction procréatrice, est un lieu de souffrance. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme une forme de fatalité, de destin, de la même façon que pendant très longtemps, jusqu'à ce que les féministes conquièrent les droits reproductifs, les femmes avaient des enfants, qu'elles le veuillent ou non, et subissaient des grossesses à répétition non désirées. Aujourd'hui, elles peuvent choisir d'avoir des enfants ou pas, le nombre d'enfants, etc. Mais en revanche, ce destin qui est cette condition de souffrance génitale ou liée à cette fonction procréatrice, c'est quelque chose qui est encore très fermement enraciné. Et j'ai même le sentiment parfois que il y a comme une sorte dans les douleurs de règles, une préfiguration des douleurs de l'accouchement. Et comme s'il y avait cette idée que finalement les femmes, cycle après cycle, s'entraînent en quelque sorte à supporter la douleur pour le grand jour où elles accoucheront dans la douleur. Alors il se trouve que désormais les femmes ont la possibilité, le choix dans nos sociétés occidentales de recourir à la péridurale et de pas souffrir lors de l'accouchement. Mais c'est pas pour autant, je
pense qu'on a mieux considéré et mieux traité les douleurs liées aux règles ou à l'endométriose, parce qu'il y a quand même, ça serait quand même un peu trop beau que les femmes ne souffrent plus du tout de leur utérus, et donc il y a quelque chose d'une forme d'injonction en fait. Serrez les dents, les filles, c'est votre condition. Et je pense qu'il y a même certaines femmes, enfin moi je me suis déjà surprise voilà, il y a cette espèce de, je sais pas si c'est très répandu, mais moi j'ai repéré quand même qu'il y a pas mal d'hommes qui sont un tout petit peu hypocondriaques et qui ah bon et qui à la moindre petite maladie sont à l'article de la mort. Et moi je me souviens, je me suis souvent dit mais merde, nous on passe notre temps à serrer les dents et on a un seuil de tolérance à la douleur, je pense je veux pas généraliser et encore moins essentialiser, mais de fait, on a quand même l'habitude de souffrir assez régulièrement et une forme de résistance. Mais cette acceptation-là, elle est aussi culturellement et historiquement nourrie. Et donc, elle n'est pas évidente non plus. Et on a le droit de dire aujourd'hui, non, en fait, on n'a plus envie de souffrir parce que on a nos règles, on n'a plus envie de souffrir parce que on accouche et qu'il y a quelque chose dans l'épreuve de la souffrance. Enfin, il ne faut pas banaliser cette souffrance. Et il faut être attentif aussi à la diversité de ces manifestations. Quand j'ai travaillé sur les femmes enceintes, j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas, qui est que dans les maternités, il y a des représentations liées à la douleur qui varient en fonction de l'origine ethnique des femmes. Oui. Et qu'il y a des grossesses où il y a des femmes, notamment les femmes racisées et spécifiquement les femmes noires, dont on pense qu'elles surjouent la douleur, qu'elles seraient dans une forme de théâtralité. Le syndrome méditerranéen, j'ai entendu. C'est ça. Waouh. C'est beau. Hein. Et que donc le corps médical a une forme de... Et d'ailleurs, il y a eu des exemples malheureusement assez dramatiques récemment. Oui, de femmes qui appelaient les services d'urgence qui n'ont pas été entendues à la hauteur de la douleur. Non-assistance à personne en danger, c'est qui dur. Sont décédées. Voilà. Donc non seulement globalement toutes les femmes sont considérées comme devant souffrir, donc devant endurer, ce qui signifie un quasi refus de prise en charge médicale de la douleur. Et pour certaines d'entre elles, ça va encore au-delà. Il y a une forme de refus de refus de croire en fait quand elles parlent et qu'elles disent qu'elles souffrent. Alors qu'il y a des preuves. Oui, alors qu'il y a des preuves. Laurie, elle avait fait un test, mais j'ai vu plein de vidéos sur les réseaux tournées où justement on appliquait des sortes d'électrodes à des hommes. Et on leur filait les douleurs de règles, en fait. On appuyait sur un bouton et en fait, ils se tordent dans tous les sens. Et il y a des preuves aujourd'hui qui disent que, notre douleur, c'est ça. Et pour autant, effectivement, elle reste niée. C'est quand même... Est-ce que c'est parce que la douleur engage la subjectivité ou c'est parce qu'il y a un impératif de dissimulation du côté des femmes Comme tu le disais en introduction, Camille, on parle pas vraiment de règles, on dit les Anglais ont débarqué. Enfin, c'est comme si on mettait d'autres mots sur un... Genre pour vraiment minimiser, mettre ça sous le tapis, on n'en parle pas. Donc je me demande. Alors ça, c'est autre chose que la question du déni social et patriarcal de la douleur féminine. Ça renvoie plutôt à cette mécanique patriarcale très efficace qui est la honte. C'est-à-dire cette façon qu'ont les femmes, mais parce qu'elles ont été socialisées dans une société patriarcale, d'éprouver vis-à-vis d'elles-mêmes et de leur propre corps et de ses manifestations corporelles, de la honte, c'est-à-dire un sentiment. Il y a une philosophe américaine qui le définit ainsi. Elle s'appelle Sandra Lee Bartke et elle définit la honte comme le sentiment de sa propre imperfection, de sa propre inadéquation, qui enferme les femmes individuellement, parce que le propre de la mécanique de honte, c'est qu'en fait, quand on l'éprouve, on se sent très seul parce qu'on est persuadé d'être seul à éprouver cette expérience. Et Bartke montre qu'en fait, la honte, c'est un sentiment qui est disempowering, je ne sais pas très bien prononcer, c'est-à-dire qui prive les femmes d'une forme de possibilité de mise en commun et de partage de leur expérience vécue, et donc aussi de l'entraide, de la sororité, et au-delà même de la mobilisation politique pour se révolter contre sa condition. Quand on s'enferme dans la honte, on se replie sur soi, en fait, et puis on se prive, en fait, de la possibilité de trouver du soutien et de l'aide auprès d'autres femmes, notamment. Et s'il y a bien quelque chose dans le fonctionnement physiologique du corps féminin qui est absolument associé de façon hyper étroite, encore aujourd'hui, à la honte, ce sont les règles. C'est-à-dire que j'ai été frappée, j'ai fait une enquête dans un travail sur les seins des femmes, et je pensais recueillir auprès de toute jeune fille des propos qui témoigneraient d'une plus grande
des contractions, voire sérénité par rapport à tout le processus de la puberté, c'est-à-dire à la fois les seins qui poussent, mais aussi l'apparition des premières règles. Et je suis tombée de ma chaise, c'est-à-dire j'avais l'impression que rien n'avait bougé depuis ma propre génération, sans parler des précédentes, c'est-à-dire les règles qui arrivent et tout d'un coup, c'est la chose qu'il faut dissimuler, la peur panique de la fameuse tache rouge, et puis ce truc qu'on vit, on chuchote, on cache. Bon, là aussi, c'est vraiment en train de changer. Les applis, et puis encore une fois, cette grande et assez irrésistible dynamique de réappropriation de nos corps dans toutes ces dimensions. Mais quand même, il y a des choses qui résistent fort. Mais ça participe aussi à invisibiliser la douleur des femmes, du coup. Bien sûr. Ouais. Oui. Et c'est vrai que cette angoisse de la tâche, moi, je l'ai en concert. Enfin, combien de concerts j'ai fait en ayant mal au ventre, tout ça. Donc, il y a déjà la douleur d'un côté. Mais de l'autre côté, en plus, physiquement, au-delà de ta forme et ta performance, il faut que... ça gêne pas les gens, quoi. Donc, tu fais gaffe à comment tu dois t'habiller. Puis voilà, mais en même temps, il faut que tu puisses bouger quand même. Et c'est tout un délire. Enfin, là, c'est super, les culottes menstruelles, etc. Mais quand t'es en tournée, comment tu fais? C'est tellement de questions. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses quand t'es sur scène? Enfin, du coup, t'es pas dans le moment. Bah ouais, parce que j'ai certains moves que je pourrais ne pas faire, mais ça m'éclate de les faire. Il y a une chanson où je parle de Toujours Trop, justement, qui parle du corps des femmes. Et à un moment donné, bah vraiment, je tends mes fesses, quoi. Je dis, t'as toujours résumé ma valeur à mon cul. Et c'est un moment qui est chorégraphié. Et à ce moment-là, je suis toujours là. Putain, j'espère qu'il n'y a pas de tâche. Mais ouais, et ça rajoute du stress à la douleur, quoi. Tout ça pour dire que, en plus, tout ça est minimisé aussi, et banalisé par plein de médecins. Dans le bouquin, Laurie, elle dit que le médecin lui dit, c'est quoi cette maladie à la mode? Oui, et puis vos petites douleurs, ça va aller. Enfin, si les médecins même minimisent la maladie, comment est-ce qu'on fait? Toi, est-ce que tu as rencontré ce genre de... J'ai eu de la chance pour le moment, non. À chaque fois que j'ai dû en parler à quelqu'un de professionnel dans le milieu de la santé, c'était compris, mais j'avoue, c'était des femmes, principalement. Donc, non, ça va. Mais, pardon, je vais faire un rétropédalage, mais tu vois, dans ce qu'on disait tout à l'heure, l'appropriation, la liberté, j'avoue, à titre très personnel, mais je me suis sentie libre, vraiment avec mon corps, en étant enceinte, parce que j'avais plus mes règles. Toute cette période de grossesse, en fait, moi, je l'ai hyper bien vécue, principalement parce que, en fait, c'est 9 mois pendant lesquels j'ai pas mes règles et j'étais hyper heureuse de ça. Donc, je trouvais que c'était juste intéressant en rebond à ce qu'on disait, mais l'appropriation de mon corps, la vraie connaissance pleine, au final, c'est quand, j'aime bien le terme et les jeux de mots, mais c'est quand, du coup, j'étais ma fille à l'intérieur de moi. C'est là où je me suis sentie vraiment en pleine possession de moi-même, même si je partageais aussi mon corps avec elle, quoi. Et c'est trop marrant. Non, mais ça résonne très fort. Oui, parce que ça résonne très fort avec ce que beaucoup de femmes m'ont raconté là dans cette enquête que j'ai faite sur l'expérience vécue de la grossesse. Il y a cette libération. Alors, par rapport à je l'avais pas entendu. Ce qu'elles m'ont beaucoup dit, c'est aussi une libération vis-à-vis des regards sexualisants, d'être dans l'espace public avec son gros ventre. Ça protège pendant un temps limité, mais quand même, et bien de l'appropriation, des apostrophes un peu grossières, voire des gestes intrusifs. Il y a une forme de désexualisation de fait, puisque le corps est tout soudain dans sa fonction maternelle, qui peut être vécue. Enfin, pas mal de femmes l'ont raconté comme une libération de pouvoir aller venir dans l'espace public en se sentant davantage en sécurité que quand elles n'étaient pas enceintes. Alors après. Elles sont dans une autre forme, elles peuvent être dans une autre forme d'appropriation, parce que je sais pas si tu as vécu ça, mais c'est aussi s'offrir avec ce gros ventre que les gens regardent, commentent, voire touchent. Oui, j'allais dire. Il y a quelque chose, mais dans les deux cas, on peut être objectivé comme corps sexuel, objectivé comme corps maternel, mais c'est vrai que la grossesse, elle protège en effet d'un certain nombre de mécanismes qui étaient un peu pénibles, et notamment, effectivement, de plus avoir ses règles. C'est vrai que, si tu veux, c'est pas pour tout de suite, mais moi j'ai vécu ça au moment de la ménopause. C'est-à-dire que quand t'as plus tes règles, il y a un moment il y a un switch quand même. Ouais, il y a un switch. Alors ça dure longtemps, c'est plusieurs années. On le sait. Là, je sais pas, il faudrait faire une autre émission. Non, parce que c'est aussi ça concerne
pour les femmes artistes, sûr. le fameux passage de la cinquantaine qui est pas anodin du tout. On s'en était parlé pour un article de Libération. Ouais. Et donc là, donc ça prend 3, 4, 5 ans où tu sais plus très bien. D'ailleurs, tu revis des trucs de puberté parce que il y a plus de régularité, les flux deviennent soudain à nouveau très abondants. J'ai l'impression d'avoir à nouveau 16 ans, genre mince, j'ai pas prévu assez de tampons, la panique et tout. Et puis après, ça se stabilise. Et puis un jour, les règles s'espacent. Et puis voilà. Et puis un jour, c'est le dernier sang. Et puis il y en aura plus. Et après, moi, je me disais, bon, d'abord, existentiellement, c'est un virage. Mais je me suis rendu compte que de redécouvrir un corps sans plus de règles, notamment dans ta vie sexuelle, c'est une sacrée libération. Ouais, j'imagine, ouais. Et moi, je rebondis par rapport à mes questionnements à mon âge, c'est que aussi, si tu veux pas d'enfant, bah, ça vient régler cette question aussi. Et t'as plus peur de tomber enceinte. Et c'est aussi une libération pour moi. Je sais pas, de me dire que ce sera ça dans quelques années. Autant de plus avoir à traiter cette question. Exactement. Qu'on nous pose régulièrement. Qu'on nous pose, en fait, très souvent. Enfin, moi, j'ai 38 ans, bientôt 39, et je pense qu'à chaque fois que je vois quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, et alors les enfants. Et voilà, et par rapport à la grossesse, moi, j'ai beaucoup de copines aussi qui se sont libérées aussi de leur corps. Elles se sont dit, en fait, je porte la vie, je m'en fous de mes complexes. Ah mais ouais. J'ai grossi, je mange ce que je veux, je suis pas en train de surveiller mes calories, etc. Et je trouve ça fou qu'il faille en arriver là pour se sentir aussi libre. Enfin, mais c'est pour ça, tu vois, en tout cas, j'avais vraiment envie de vous faire partager cette anecdote-là, parce que j'en garde un doux souvenir, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, c'était 9 mois vraiment où j'étais en pleine possession de moi-même, quoi. Et ça fait du bien. Enfin, c'était une expérience assez incroyable. Et ouais, j'en parle avec nostalgie, en tout cas. Et pour revenir à l'endométriose et à cette injonction latente, c'est vrai que quand une femme est atteinte d'endométriose, il y a comme un pouce à l'enfant quand même. C'est-à-dire qu'on lui laisse pas vraiment le temps d'engager son désir d'enfant parce que c'est compliqué, en fait, d'avoir une grossesse quand on a de l'endométriose. Et donc, il y a un peu une urgence, en fait, à la procréation. Oui, de toute façon, quand on est une femme, on vit avec cette chape d'injonction, avec cette représentation encore très, très solide, que le plus grand accomplissement de la vie d'une femme, c'est l'enfantement. Et c'est d'autant plus pesant, paradoxalement, que c'est un choix. Je parle dans la sphère occidentale. C'est-à-dire, c'est le choix, mais du coup, c'est le plus beau de tous les choix. C'est le plus dur. Sans doute aussi. Aujourd'hui, les femmes ont souvent un enfant, 2 enfants peut-être, mais voilà. Donc du coup, il y a une espèce d'intensité qui vient se mettre là-dessus et de pression, comme tu disais, Thérèse, c'est-à-dire qu'une femme il y en a de plus en plus. C'est vraiment, c'est quelque chose qu'il faut penser aussi. Et c'est un combat féministe comme les autres. Par exemple, c'est très difficile pour une jeune femme qui ne veut pas d'enfant de se faire stériliser, alors qu'il y a une loi qui date de 2001. Qui non seulement l'autorise, mais c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est toute personne majeure peut se faire stériliser. Et bien pour les femmes aujourd'hui, c'est hyper difficile de trouver des médecins qui acceptent de stériliser une jeune femme qui n'a pas eu d'enfant. Oui, avant 40 ans. Je me souviens parce que j'ai rencontré justement une réalisatrice qui travaille sur ce sujet-là et effectivement, elle a cherché pendant des années et personne ne voulait lui faire. Alors qu'elle était sûre de pas vouloir d'enfant. C'est fou, ouais. Et j'ajouterais, avant 40 ans, et si tu es une femme valide, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec une amie qui est en situation de handicap et qui m'avait lu et on discutait de ce sujet. Elle m'a dit, mais tu sais, moi, quand je suis allée voir le médecin pour demander à me faire stériliser, ce monsieur m'a dit, mais vous savez, madame, nous sommes bien d'accord, notez bien le pluriel, nous sommes bien d'accord. Si je n'avais pas un délai à respecter de 4 mois, je vous prendrais un rendez-vous très vite, parce que nous sommes bien d'accord, c'est ce que nous avons de mieux à faire. D'accord, waouh. Parce que cette femme était en situation de handicap. Donc pour elle... Quelle violence. Voilà, c'est ça aussi, il faut... C'est-à-dire que les femmes sont aussi tellement instrumentalisées, tellement enfermées. Leur corps appartient à tout le monde. Il appartient à tout le monde, et s'il est jugé défaillant, imparfait, inadéquat, on revient à cette fameuse inadéquation, et il est frappé d'un saut de soit de péremption, soit de mise au rebut. Enfin,
Et tu parlais de se faire stériliser, pardon. Il y a aussi le fait de congeler ses ovocytes. En France, on peut le faire que jusqu'à 37 ans. Mais en fait, les femmes ne le savent pas. Oui. Donc, c'est vrai que ça peut être une option quand on n'arrive pas à régler cette question de est-ce que je veux un enfant ou pas. En fait, ça permet aussi de se laisser peut-être un petit délai supplémentaire. Oui, et puis encore, tu dis ça, mais c'est très récent que ce soit possible et que ce soit possible sans contrepartie. Parce que pendant très longtemps, c'était possible, mais il fallait accepter de donner des ovocytes pour des processus de procréation médicalement assistée. Il y avait une espèce tu donnais la moitié, je crois. Voilà, de deal, non, mais mais c'est incroyable. Alors là, mais moi, non. je l'ai fait. Ah ouais, on me l'avait proposé dans le cadre de ma maladie. Ok. Mais du coup, pour l'instant, j'ai tout gardé parce que ils sont entre guillemets encore à moi jusqu'à ce que. Mais à l'époque, si c'est pas pour des raisons médicales, effectivement, tu devais en donner une partie. Ouais. Mais waouh, je suis hyper choquée de ce que parce que là pour le coup, bah ouais, carrément parce que ça image très bien ce que vous disiez du fait que notre corps appartient à tout le monde, mais pas du tout. Non, c'est ça. Et c'est une affaire de médecine aussi, j'ai l'impression, le corps féminin. Oui, enfin, c'est une affaire de pathologisation aussi. C'est-à-dire que, bon, l'endométriose, c'est une maladie, on va pas, voilà. Mais la grossesse, non. Or, la façon dont, bien souvent, elle est prise en charge, je ne veux pas généraliser non plus, hein, il y a des praticiens et des praticiennes qui sont géniaux et très, très soucieux de la place de la femme. Mais moi, ce qui m'a frappée, c'est la façon dont les femmes sont littéralement, tu me diras si tu as vu ça, mais comme dépossédées de leur corps à partir de la seconde où elles annoncent qu'elles sont enceintes. C'est comme si, soudain, ce corps machine à fabriquer un bébé, pour la société, il appartient à tout le monde, et la femme disparaît. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Un si gros ventre », parce que vraiment, littéralement, la femme disparaît en tant que sujet, en tant qu'individu, derrière son si gros ventre, et elle n'est plus que cela, ce ventre dans lequel il y a un enfant à naître, dont il faut prendre soin, certes, mais au mépris de la réflexivité et des choix et de la volonté de la femme enceinte. Alors là encore, c'est en train de changer. Je sais pas comment ça s'est passé, si tu as pu, toi, intervenir, dire « je veux que ça se passe comme ci, comme ça, mon accouchement voilà. Et heureusement, de plus en plus, les femmes peuvent redevenir agentes et participer à leur propre grossesse et à leur propre accouchement. Mais pendant très longtemps, elles étaient littéralement... comme si elles devaient s'abandonner, abandonner leur corps entre les mains de la médecine. Et dans le cas de Laurie, être enceinte, ça veut dire perdre un job. Bah, c'est un truc de ouf, cette transition parfaite. Mais tu vois, ce que tu viens d'expliquer, moi, à titre personnel, en tout cas, dans mon environnement, je l'ai pas tant ressenti que ça, donc tant mieux. Le seul moment où j'ai senti en fait que ça allait avoir un impact, c'était dans ma vie professionnelle, parce que à l'époque où je suis tombée enceinte, j'étais salariée dans une grande société, et mon N+1 à l'époque me fait un petit coup de pressing pour me dire concrètement, ton congé maternité, tu vas le faire de combien de temps ? Pourquoi il y avait cette hésitation-là ? C'est parce que à l'époque, j'étais du coup mariée avec le père de ma fille et que lui avait déjà 2 grandes filles. Donc, foyer reconstitué fiscalement, c'est le 3e enfant du foyer qui arrivait. Même si les 2 précédentes n'étaient pas de moi, elles font partie de notre foyer fiscal. Et donc, j'avais la possibilité de basculer sur un congé maternité de 3 enfants au foyer égale 6 mois de congé maternité versus les 4 originaux. D'accord. Donc très vite, j'ai dû me positionner. Qu'est-ce que tu veux faire ? Mais moi, sauf que j'étais là, j'adore mon job, donc non, en fait, je vais faire que 4 mois. Et puis là, je gamberge et je me dis, mais attends, Pauline, quand même, t'as l'opportunité légale de pouvoir rester avec ton premier enfant à toi 6 mois. En fait, je vais pas m'en passer. Et donc, j'ai décidé de faire un congé maternité de 6 mois. Résultat, 4 mois après mon retour au travail, j'ai été licenciée. Ah, vache. Et je vous jure que ça m'a traumatisée. Parce qu'en plus de ça, ça faisait 4 ans que j'étais employée chez eux et qu'ils ont sollicité un licenciement pour insuffisance professionnelle. Wow. Quelle horreur! Donc, je suis hyper honnête avec vous, je vais au prud'homme. Oui, évidemment. J'ai engagé parce que je me suis dit, je peux pas me laisser faire, en fait. C'est pas possible. Et ça m'a beaucoup fait de peine parce que, c'est pour ça que je prends soin de ne pas la citer, mais c'est une société qui m'a énormément appris, énormément apporté.
et que, à mon sens, c'est plus une histoire de management qui était un peu défaillant, discutable. Si on peut dire, et encore c'est pas assez fort. Je suis très modérée dans mes propos. Et je n'ai aucune haine, tout ça est déjà parti. Mais non, c'est juste faire valoir mes droits. Et je sais ce que je leur ai apporté. Je continue de toujours parler en très bien de cette société parce que c'est une très bonne boîte qui considère très bien ses employés. Voilà, ça arrive. Comment on dit ça ? C'est le cas qui montre que l'exception qui confirme la règle. Merci beaucoup pour ton aide, Alexandra. J'étais en train de patauger, mais donc c'est exactement ça. Voilà, c'est tombé sur moi, mais je sais que je vais faire valoir mes droits parce que c'est important pour ma condition justement de femme, de mère, et j'espère pouvoir donner un peu l'exemple aussi pour celles qui n'osent pas. Ouais. Évidemment, ouais. Parce que c'est indispensable en fait. On peut pas se faire passer au second plan sur ces sujets-là. Et t'étais bien entourée du coup autour de toi, parce que c'est vrai que c'est des questions qui, parfois tu sais que tu devrais te faire justice toi-même ou avec l'aide d'avocats, d'avocates, etc. Mais t'as juste pas l'énergie ou pas l'argent, en fait. Et comment... Mais c'est fou, cette sanction aussi autour de la maternité. Enfin, oui, mais ce sera toujours déguisé. C'est-à-dire que moi, j'ai plaidé cette raison-là parce que c'est celle qui me semblait la plus évidente au vu derrière de ce qu'ils ont cherché à faire. C'est-à-dire que quand même, ils ont essayé d'employer en CDI la personne qui m'a remplacée pendant mon congé mat. Enfin, tu vois, il y avait quand même... Parce que je sais... Des indices. J'ai conscience, j'étais un salaire haut et que la personne qui m'a remplacée pendant mon congé maternité leur coûtait moins cher. Et que toutes les sociétés sont dans la même dynamique, produire plus avec moins. Très concrètement, l'économie en ce moment, c'est totalement ça. Donc, c'est tous ces indices-là aussi qui m'ont poussé, parce que évidemment, mon déclic premier, ça a quand même été de me remettre en question moi-même. Ok, on me dit insuffisance professionnelle, mais où je place le curseur en termes d'objectivité sur moi-même? J'ai pris le temps de discuter avec les gens et en fait, non, mon travail était très valorisé par tous en dehors de ce manager de N+1. Et c'est ça qui m'a poussée justement à entamer les démarches. Ok. Wow. Donc, quand Laurie dit pour elle, elle a totalement raison parce qu'en fait, ça a un impact. Et vous imaginez bien que quand moi, je préviens mon employeur que je vais prendre le congé maternité dont j'ai le droit de 6 mois, à aucun moment, j'envisage que mon retour au travail est synonyme derrière de déjà bagarre pour reprendre un poste que t'as quitté pendant 6 mois et de dire ok, j'étais absente, mais en fait je travaille toujours aussi bien. Et avec ce truc très féminin de notre part, mais devoir toujours faire plus, montrer plus, prouver plus pour justifier que on vaut ce qu'on est, et alors qu'on n'a pas besoin de faire tout ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de maternité. Il faut quand même rappeler que l'endométriose, c'est la première cause d'infertilité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une impossibilité de maternité. Et Camille, par rapport au rôle social d'une femme, une femme qui n'est pas mère, est-ce qu'elle perd son rôle social ? Vous avez 3 heures. Non, c'est ce qu'elle... Enfin... Une femme qui ne souhaite pas, alors qui n'est pas mère parce qu'elle l'a pas souhaité ou parce que c'est... Oui, l'impossibilité vraiment de maternité, comment dire, due à l'infertilité provoquée par l'endométriose. Moi, ce à quoi je pense tout de suite, c'est à la situation de ces femmes qui désirent avoir des enfants et qui ne peuvent pas en avoir. Ça me fait penser aussi à un sujet féministe très touchy mais qui concerne précisément cette problématique-là de femmes qui ne peuvent pas, pour des raisons liées à des maladies utérines, avoir des enfants, qui est la question de la gestation pour autrui. J'ai mis longtemps avant de me faire une idée, mais ça y est, je suis assez ferme sur ma position. Je raisonne en termes d'égalité procréative, c'est-à-dire que dans la société telle qu'elle fonctionne et avec les moyens scientifiques dont on dispose, toute personne qui souhaite avoir un enfant, quelle que soit sa condition physique, quel que soit son mode de conjugalité, quelle que soit son orientation sexuelle, etc., devrait pouvoir avoir accès à des protocoles qui permettent de devenir parent, tout simplement. Et donc, la gestation pour autrui, c'est un protocole permettant notamment aux femmes ne pouvant pas porter d'enfants, d'en avoir, alors avec leurs propres ovocytes ou pas. C'est aussi un protocole qui permettrait à des couples homosexuels de former des projets d'enfants. Dans certains contextes, il y a des encadrements
à la fois juridiques, éthiques, qui font ça, enfin, qui permettent de concevoir cette possibilité de façon tout à fait à la fois éthique et surtout non patriarcale. Voilà. Donc moi j'estime que dans le mouvement actuel qui consiste à rendre possible pour de plus en plus de personnes, comme lors de la révision de la loi bioéthique en 2021, qui a permis à toutes les femmes, donc y compris les femmes lesbiennes et les femmes seules, de rentrer dans des protocoles de PMA. Là, pour moi, la suite logique, c'est aussi de continuer avec la GPA, mais bon, il y a tellement de résistance. Ouais. Ça pose beaucoup de... Ouais, c'est très, c'est vrai que ça pose des questions compliquées. Ouais. Et dans le cas de Laurie, elle a subi une hystérectomie, donc une ablation de l'utérus, donc elle s'est privée, entre guillemets, d'un deuxième enfant, c'est elle qui le dit, pour elle et son compagnon. Et elle dit notre décision. Oui, elle dit notre décision. C'est son corps, mais c'est leur décision. C'est leur décision. Donc pareil, là encore, elle est dépossédée de... En même temps, voilà, elle parle d'un projet d'enfant qu'on fait à deux. C'est normal moi, ça me semble normal qu'elle intègre son compagnon dans cette histoire. Ouais. C'est une question que tu te poses, Pauline, ou pas forcément encore? Moi, ça me fait assez peur. Ouais. J'en suis au stade, comme je vous disais, c'est vraiment les débuts. Ouais, ce sera un choc. J'aurais, là, pour le coup, j'aurais vraiment la sensation d'être dépossédée d'une partie de moi. Et pourtant, je fais partie de ces femmes où, typiquement, à la base, j'avais pas de grand désir de devenir maman, parce que je suis quelqu'un, et ça, je parle au présent, de très carriériste. Pour moi, le travail, c'est vraiment ce qui a été le moteur principal dans ma vie. Et quand j'ai rencontré le père de ma fille, malheureusement avec qui, vous l'avez compris, je suis plus aujourd'hui, le désir d'enfant est né principalement de lui. Il a su m'apprendre à comprendre ce qu'est ce désir-là et à, in fine, le partager avec lui. Mais c'est vrai que j'étais face à cette espèce, tu sais, de gouffre total de se dire, mais dans quoi je me lance ? Parce que j'en suis à un moment dans ma carrière où, tu vois, j'avais 33 ans. Donc le champ des possibles encore quand même assez devant moi. Et en même temps, dans une période transitoire, parce qu'on travaille dans des milieux artistiques et que, en tout cas, dans la position que moi j'incarne, il y a aussi une date de péremption, semblerait-il. Et donc, du coup, j'abordais un peu toutes ces questions. Et à un moment, en fait, je me suis dit, écoute-toi, toi, et puis tu feras bien avec. Et in fine, c'est ce qui s'est passé. J'avais posé une espèce de cadre parce que, un peu comme on l'évoquait entre Laurie et son compagnon, un désir d'enfant, ça se fait vraiment à deux. Donc, pour moi, c'est que j'étais vraiment dans une dynamique, on était mariés, on allait continuer longtemps, etc. Et malheureusement, ça aussi est tombé. Donc, il a fallu aussi que je me fasse au fait d'apprendre à être mère célibataire, ce qui m'effrayait le plus au monde, quoi. Et in fine, c'est une situation que je vis depuis 1 an et demi parce que, du coup, ça s'est arrêté. Notre petite fille avait 6 mois. Ça a été un long parcours, mais aujourd'hui, j'ai appris à apprécier ces temps où j'ai ma fille et les temps aussi où je ne l'ai pas. Et c'est là où, tu vois, pour revenir un peu à la vague hormonale, parce que j'aime bien faire la comparaison. Pour moi, la femme, on est un peu un océan, tu vois, avec ces vagues de pics très hauts en termes d'hormones, des pics qui sont plus down parce que, comme une vague, il y a des creux. À certains moments, on est vivante entière et dans une certaine forme mouvante. Oui. Et ça, typiquement, j'essaie de faire en sorte de faire comprendre au père de ma fille, là, je vais avoir besoin, tu vois, que tu gardes Ouma, parce que c'est un moment où je sais que je vais être dans mon pic, sortie de menstruation, et où là, si j'ai du temps professionnellement, je sais que je peux déplacer des montagnes, pour reprendre ton terme, Thérèse. Donc, c'est cet ensemble-là qui fait que c'est important, en tout cas, de savoir s'écouter pleinement et que je sais pas si j'aurai un second enfant un jour, mais au moins, j'ai eu la chance d'avoir notre petite fille. Elle est top et je suis contente de vivre ça aujourd'hui. J'aspire. Pourquoi ? Dis-moi. Non, mais parce que je trouve ça très... en fait, tu as hyper bien décrit des choses que j'ai pu ressentir. Ah ouais. Et j'ai finalement choisi, à date en tout cas,
de pas le faire parce que finalement ma greffe, elle est très récente. Ouais. Ça fait à peine 2 ans et 2 mois que je suis greffée. J'ai pas envie de retourner à l'hôpital. Je sais que si je dois être enceinte, ça va être une grossesse dite compliquée. Et donc déjà, enfin, être mère tout court, je pense que c'est une vraie question. Mais quand tu sais à l'avance que ça va être le bordel et que t'es pas sûr de vraiment vouloir un enfant, bah, c'est complexe. Et tu me parlais de la GPA tout à l'heure, et c'est une question à laquelle forcément j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais comment je fais? Du coup, j'ai congelé des ovocytes parce qu'on m'a permis de le faire. Ils sont là. J'ai quelqu'un que j'aime dans ma vie, mais je suis pas encore sûre, moi personnellement, d'être prête. Peut-être que je le serai pas avant mes 40 ans, cette fameuse date de péremption. Comment ça se passe? Et je me suis sentie bloquée, en fait. Et tout ce que je voulais pas, c'était de me retrouver avec un enfant avec une grossesse difficile, avec un enfant, peut-être me retrouver seule, etc. Et c'est des questions qui sont extrêmement difficiles, notamment au vu du contexte aussi dans lequel on vit aujourd'hui, économique, politique, etc. Bref, du coup, ça me donne des frissons et Mais prends le temps. C'est ça. Ouf. Oui, regarde, moi, je l'envisage pas avant 40 ans. Je me dis que ce sera forcément après. Et tu sais quoi, tu pourrais être tout à fait surprise que du jour au lendemain, boum, tu sais, le désir vient comme ça. C'est vrai. Et en fait, je crois que la clé, c'est juste, on a une seule vie et vivons-la comme on a envie de la vivre au présent. Déjà, c'est pas mal. Je suis hyper d'accord. Comme vous avez pu le voir, le petit symbole du podcast, donc c'est un petit pansement. Et on aimerait que vous nous partagiez en fait votre pansement au quotidien. Moi, je crois que mon pansement au quotidien, c'est d'apprécier la vie. Vraiment chercher le positif en toute chose. Pour moi, c'est important. J'ai un passé qui est compliqué. J'ai malheureusement plus mes parents déjà, les deux. Et du coup, un rapport à la vie très fort. Et j'espère et je souhaite à chacune d'entre nous de prendre conscience de l'importance de la vie et d'être vivant. Et déjà, rien que ça... pour moi, c'est ça qui ensuite donne l'énergie, tu vois, d'investir dans des projets. Et je crois que c'est les projets qui sont, mon double pansement. Projet et voir le positif en toute chose. Preach. J'aurais presque envie de poursuivre parce que dans l'idée de projet, puis on parlait aussi des dates de péremption et puis des choses, des injonctions. Des injonctions, et puis est-ce que c'est possible, plus possible. Bon, comme je suis un peu plus âgée que vous trois et que j'ai passé ce cap soi-disant fatal de la cinquantaine, je me souviens que j'avais une angoisse très forte à l'époque qui était de rendre des possibles encore possibles. Est-ce qu'on peut encore, se lancer dans des projets ou s'ouvrir des horizons ou des fenêtres? Et il se trouve que c'est le moment où je me suis autorisée, puis la vie m'a fait ce cadeau d'ouvrir une nouvelle fenêtre en écrivant un premier roman. Et la chose à laquelle j'essaye de rester... la plus proche possible, c'est de ne pas me refuser cette joie que j'ai découverte de l'écriture de fiction, qui est quelque chose qui vient dans ma vie professionnelle, qui s'ajoute à tout le reste. C'est-à-dire que je suis obligée de trouver des endroits, des moments où faire ça, et donc c'est soit le matin très tôt, soit dans les moments pendant les vacances, mais en tout cas c'est en plus de tout le reste. Et je me suis aperçue que quand je me laissais submerger et que je lâchais ce truc-là parce que j'avais trop de choses à faire par ailleurs, je me privais de ce qui faisait en fait le bonheur de ma vie au quotidien, en tout cas dans le moment où j'en suis de ma vie, notamment un moment où mes enfants, eux, font leur vie, et donc où je peux aussi faire un retour à moi-même. Et donc de tenir ce petit cadeau que je me fais chaque jour, d'écrire ne serait-ce une toute petite heure le matin avant de faire tout le reste, et d'être dans cet univers-là, qui est un univers de création qui est pour moi nouveau. Je m'adresse à des personnes qui connaissent ça au quotidien, mais pour moi c'est inédit et c'est magnifique. Bienvenue dans ce monde, parce que franchement ça c'est excitant, tu sais, d'assister à la genèse de l'apprentissage artistique, quel qu'il soit. Et franchement, tu vois, même de savoir que ça arrive après 50 ans, ça c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais. Vous venez de regarder le podcast Tamalou. J'ai mal aux yeux. Écoutez, ça ne coulera pas. Ça va couler, peut-être, je sais pas. Et merci à tous et à toutes. Et on se voit au prochain épisode. Ciao, ciao.
Cet épisode a été enregistré dans les locaux du média Mademoiselle. Nous tenions à remercier toute l'équipe et tout particulièrement Inès Pollon et Delphine Baudouin. Un grand merci à nos partenaires, le CNM, l'ADAMI, Audience et la Mission Handicap et Tsugi Radio. Notre podcast n'existerait pas sans celles et ceux qui ont participé activement à sa création. Au montage, Baptiste Roger et au mixage, Adam Carpels. À l'identité graphique, Zoé Renard. À la gestion des partenariats, Héloïse Gauthier. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des cœurs, des pouces partout et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.